Bonjour, Julien Michelet. Bonjour. Bonjour. Voilà, et Adela Félix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'école. Merci. Vous n'avez pas de bagages? Bonjour, madame. Renaud. Donc, je vous remets votre carte d'identité élève à porter impérativement dans les locaux, le badge d'accès à l'école. Très bien. Voilà, François-René. Juliette. Strasbourg, le 3 janvier 2019. Nous sommes à l'ENA. C'est entre ces murs que se forme la haute administration, les décideurs du CAC 40 et les futurs responsables politiques du pays. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron en sont issus, comme nombre de premiers ministres, de ministres et de députés. Au fil du temps, cette école est devenue le lieu qui cristallise la rancœur contre ceux qui nous gouvernent. On les appelle les énarques, eux préfèrent dire élèves de l'École nationale d'administration. J'ai voulu comprendre qui ils sont et comment ils se forment. L'école est-elle l'Eldorado des élèves méritants ou le lieu de l'entre-soi? Instruit-elle les serviteurs de l'État ou est-elle la fabrique du pouvoir? Pour répondre à ces questions, je vais les suivre pendant 1 an et demi, du premier au dernier jour de leur scolarité. Alors, bienvenue à l'ENA. Moi, j'ai eu l'impression de faire une rentrée des classes, de décorer mes Une énième rentrée des une classes. énième rentrée des classes. À 26 ans quand même. 26 ans. Oui. C'est un motif récurrent de blagues Oui. de mes amis, mais quand est-ce que tu vas travailler? Moi, ça fait 6 ans que je travaille ou 3 ans. Donc, mais oui, une rentrée des classes. Avec, Je t'ai coupé, excuse-moi. non, avec la découverte des petits camarades, du coup, qui seront sur la photo de classe, Oui, qu'on ça, c'est montrera vrai. aux parents en disant « Ah, ça c'est Benjamin ». La première chose qui m'a marquée quand je suis arrivée à Strasbourg, c'est quand moi je suis rentrée dans l'amphi avec les 80 de la promo. J'étais avec une copine Agnès et on nous a remis nos badges avec le logo ENA. Et il y avait le logo ENA partout et on s'est regardé, on s'est dit waouh, ça y est, on est à l'ENA quoi. Et c'était super bizarre. On était à la fois, moi j'étais super fière évidemment. Bah, voilà quand même, c'était cool. J'étais vraiment très fière et en même temps, je pense que je m'en suis pas très bien rendu compte vraiment. J'étais très ému. Faire l'ENA, ça voulait dire beaucoup de choses. D'abord, des opportunités qui s'ouvraient pour travailler sur des sujets très intéressants. Et puis, symboliquement aussi, voilà, c'est là où on va vraiment essayer de définir ce que c'est la République de demain. Et ça, c'est quelque chose qui était très émouvant. Vous avez choisi de servir l'État. Vous devrez donc travailler pour l'État. Et vous vous engagerez le jour où vous sortirez à servir l'État au moins 10 ans. Vous allez avoir à vous occuper des problèmes des gens. Vous allez faire en sorte que ce pays marche mieux, qu'il fonctionne mieux, que les liens sociaux soient plus forts, qu'il avance, qu'il produise, qu'il crée de l'emploi, qu'il ait un rôle international. Mais il faut connaître les gens. Il s'est passé des choses au mois de décembre, vous avez vu. Les Français réclament un État présent sur le terrain. Plus vous serez conscient de ce que sont nos concitoyens, plus vous serez apte à prendre des décisions pour elles et pour eux plus tard. Et c'est ce à quoi on va essayer de vous préparer. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'ai compris que je devenais énarque au moment où je suis rentrée. J'ai tout de suite réalisé que ça représentait une responsabilité énorme, surtout qu'on était dans un contexte de contestation immense de l'action de l'État. On était dans un contexte brûlant, dans lequel être énarque, c'était plutôt dévalorisé. Le sujet, c'est pas l'ordre public. Le sujet, c'est comment faire société, en fait. Nous allons reprendre cette séance et nous accueillons M. Marc Guillaume, qui est secrétaire général du gouvernement. Moi, je souhaiterais que vous gardiez à l'esprit l'idée que le service public est une tâche passionnante, qu'il n'y a rien de mieux à faire, que vous ne pantouflerez pas, que vous n'irez pas faire autre chose, que
que si vous voulez vous enrichir une fois d'une autre expérience, ça vous aidera peut-être, mais qu'encore une fois, servir les Français à travers le service public, c'est formidable, et que ça nécessite pour chacun d'entre nous, comme nous avons beaucoup de chance de faire ça, et que c'est beaucoup de responsabilités, nous devons l'exercer avec une exigence à l'égard de nous-mêmes très importante. Voilà. Dans la conférence de Marc Guillaume, j'ai trouvé qu'il y avait un caractère romain, vraiment empli de la tâche. Il arrive et il te dit, voilà, vous avez choisi le service public, je ne vois pas d'autre horizon plus beau. Maintenant, il faut aider les gens, il faut aller les rencontrer, parce que c'est vrai, en fait, on est tous là pour ça. Bien sûr, vous devez avoir du caractère. Vous n'êtes pas des courtisans. Il y en a déjà assez comme ça. Vous êtes loyaux et engagés dans vos responsabilités. Vous êtes la permanence de l'État. C'est bien pour ça que vous êtes là. Et il n'y a rien à renier dans cet équilibre entre servir les autorités politiques sans s'asservir, comme le dit si bien la devise de cette école. Moi, je pense de ce que j'ai entendu là, pour la journée de rentrée, c'était un véritable désir de recréer la confiance et cette certitude que l'ENA travaille pour le service public et pour les citoyens. Donc ce travail de critique et de volonté de s'améliorer, je pense vraiment réel et très sincère. Moi, j'espère qu'on va œuvrer justement à cette évolution. Oui. Bonsoir. À quoi reconnaît-on que les énarques ne sont pas des élèves comme les autres? Au fait, entre autres, qu'ils sont accueillis le soir de leur rentrée scolaire à l'hôtel de ville de Strasbourg, par le maire en personne. Cette année, ils sont 80 à avoir réussi l'un des 3 concours qui ouvrent les portes de l'ENA. Le concours externe est réservé aux étudiants sortis des meilleures écoles de commerce, de Sciences Po ou de l'école normale supérieure. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires qui ont au minimum 4 ans d'expérience professionnelle au sein de l'État. Et le 3e concours est réservé aux élus, aux associatifs ou aux syndicalistes, après 8 années de pratique. Tous ces concours sont d'une difficulté extrême. On s'y prépare pendant 1 an ou 2. Seuls 10% des candidats décrochent le précieux Graal. Nous sommes maintenant, l'ENA, installés à Strasbourg avec plaisir. Beaucoup d'élèves sont heureux de vivre dans cette ville. On témoigne le fait que l'année dernière, 5 se sont mariés ici. Je suis à disposition. Pour des nouveaux, on va essayer d'organiser ça. Regarde le photographe dans le coin, s'il vous plaît. 3, 2, 1, photo. Alors moi, j'attends de la formation LNA qu'elle soit une vraie formation d'application, c'est-à-dire qu'elle soit toujours articulée aux situations concrètes dans lesquelles je vais me trouver dans l'administration, c'est-à-dire qu'elle me donne non seulement les outils théoriques pour analyser les problèmes, que ce soit sur le plan juridique, économique ou autre, mais surtout qu'elle fasse de moi quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait les faire partager aussi, qui sait encadrer et manager des équipes, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire avant, et c'est essentiellement ça que j'attends de la formation à l'ENA. Il y a plein de choses qui font qu'on est un plus ou moins bon manager. La première, c'est l'attention aux autres, tout simplement. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'attention aux autres, c'est comme la foi pascalienne. Si vous ne l'avez pas naturellement, c'est pas grave. Commencez par la mimer. Soyez poli. Première chose. Et l'anticipation. Et ça, c'est terrible parce que c'est de la prise de risque. Écoutez, monsieur le préfet, moi, je pense que si on leur dit merde maintenant, ils vont se calmer. Voilà. Est-ce qu'on anticipe bien ou pas bien? C'est à ça que vous allez être confrontés désormais. Je vous écoute. Dans toute réforme, il y a nécessairement des perdants et les effets négatifs sont toujours plus durement ressentis que les effets positifs. Et donc, une certaine dose de mécontentement paraît absolument inévitable. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte des mécontentements qui s'expriment, mais parfois essayer un peu de les relativiser. C'est totalement juste. Comment est-ce qu'on anticipe la contestation? Comment on traite la contestation? On envoie les chars.
On fait un référendum? Je vous souhaite donc bon courage et soyez heureux. On sent quand même qu'il y a toute une mythologie qui est derrière l'ENA. On nous fait comprendre très vite qu'on n'est pas n'importe où. Et c'est important. Il y a aussi simplement nos intervenants, parce qu'on a quand même eu de très hauts fonctionnaires qui nous ont parlé. C'est impressionnant, quoi. En voyant ces intervenants, je me suis vraiment dit que c'était ce que je voulais être moi aussi, quoi. Vous voulez pas être président de la République? Être président, mais jamais de la vie. C'est le bourbier absolu. Vraiment. À l'ENA, contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas si nombreux à rêver d'une carrière politique. Depuis sa création en 1945, seuls 200 sur les 6700 diplômés ont fait de la politique leur métier. Mais cette partie émergée de l'iceberg compte pour beaucoup dans les reproches adressés à l'école et aux énarques. Moi-même, comme tout le monde, j'ai des préjugés sur les énarques. Donc je pensais que je serais face à des gens très arrogants. Et en fait, j'étais surpris par la sympathie des gens, la sollicitude. Enfin, j'ai trouvé que chacun était voilà, plutôt curieux de rencontrer les autres. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. En vrai, moi, j'arrive pas à courir sur un tapis. C'est impossible, ouais, c'est impossible. Tu vois aucun décor, t'es devant un mur blanc. C'est le seul moment de la journée où tu peux t'aérer un petit peu paradoxalement pour écouter des podcasts et avoir un moment dédié. Je peux pas aller courir, là je suis allée courir. Moi je fais du sport et je fais du football et on a un groupe WhatsApp avec les membres de la promotion, donc j'ai demandé si y avait des volontaires. Et j'ai été stupéfait de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Et quelques minutes après, une autre personne de la promotion a envoyé un message pour proposer de voir un spectacle, je sais pas comment on appelle ça, une représentation à l'opéra. Moi, je suis jamais allé à l'opéra, je connais pas trop ces trucs. Mais tout le monde était chaud, quoi. Il y a eu 15 oui, quoi. Comment ça se fait? Ça m'a un peu troublé, quoi. Je suis persuadé que le football est plus populaire que l'opéra en France, quoi. Mais le football est moins populaire que l'opéra à l'ENA, voilà. So you are insisting on Good morning, everybody. My name is Aurélien. I know you were forced to be here this morning. You had no choice. Nevertheless, if you could brainstorm for a second, why do you think it is important to spend 3 days of your agenda working on negotiation? Please. I'd like to know how to establish communication with the other part, because usually when one discusses, for example, with someone, when we try to negotiate, how to make sure the other has understood you and that you understand the other. Okay. Would you consider... Souvent, en fait, effectivement, le problème vient du fait qu'on ne s'est pas posé la bonne question. Donc moi, j'espère que la formation à l'ENA va nous permettre de nous apprendre à nous poser les bonnes questions. À nous dire, est-ce que finalement j'ai pris le problème par le bon bout de la lorgnette. Tout dépend du fléchage de la somme en question. 12 millions avec un fléchage qui nous convient, ça passe. Qu'est-ce qui vous aurez comme fléchage? 15%. Fléchage. Donc ça fait combien ça? Ça fait 1,5 mois en plus, ça fait 2 millions d'euros fléchés? Oui. Dans le cachet, on vise avec 4 millions d'euros fléchés. 4 millions? Donc 33%, un tiers. Oui, c'est ça. Un tiers. Je pense qu'on peut s'accorder sur 20%. Donc ça ferait 3%. Compte tenu des garanties de contrôle, je pense que ça me semble correct. Ça ferait 3 millions d'euros fléchés? Ouais, exactement. Ok. Je pense qu'on a un deal. On a un deal? Ouais. Il m'a annoncé avoir besoin de 35 millions. Moi, je lui ai dit que je pouvais lui en donner 10. Et là, je me suis dit, mais vraiment ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit qu'on avait des feuilles de route qui étaient irréconciliables. Et donc, moi, je lui ai dit très honnêtement, enfin, on a ri à ce moment-là. Moi, je lui ai dit très honnêtement, en fait, je peux aller jusqu'à 14. Et là, il m'a dit, moi, très honnêtement, je peux aller jusqu'à 25. Et là, donc, on s'est mis d'accord sur 19.
19 auquel j'ai ajouté, parce que 19 n'étant pas la moyenne de 14 et 25, 19 auquel je lui ai ajouté un cabinet d'avocats pour son accord avec les États-Unis. Oui, alors voilà, ça je lui ai dit après, mais en fait, le problème c'est qu'on ne pouvait pas doublement négocier l'accord avec les États-Unis faute de moyens humains. Donc on a recours à un cabinet d'avocats qui externalise, on externalise les négociations de l'accord auprès d'un cabinet d'avocats qu'on désignera et qu'ils vont financer. Voilà. De sorte que nos moyens humains du ministère puissent être utilisés pour signer l'accord avec les États-Unis. Et alors attendez, c'est pas fini. Est-ce que ça implique la création d'une entreprise aux Bahamas ou... Alors, j'ai refusé toutes les offres de ce type, parce qu'il y avait aussi ce genre de choses qui arrivaient sur la table. Mais bon, non, plus voilà, sur le ton de la plaisanterie. Mais là aussi, tu m'as... Ouais, bon, bref. Est-ce qu'on peut être né pour être énarque? C'est compliqué comme question. Est-ce qu'on peut être né pour être énarque? Non, pas né pour être énarque. Mais par contre, il y a les gens, évidemment, certains, j'imagine, ils ont grandi dans des familles qui leur ont donné tous les codes. Je sais pas comment l'expliquer, mais les codes, soit on les a, soit on les a pas. Quand on les a, on sait pas qu'on les a. Quand on les a pas, on sait qu'on les a pas. Et clairement, il y a des gens, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils ont ces codes-là. C'est peut-être la façon de parler ou les discussions qu'ils peuvent avoir, la culture générale qu'ils ont. Moi, j'ai toujours été ultra complexée par la culture générale. C'est, je pense, la matière que j'ai la plus bûchée pour préparer le concours, parce que même si mes parents m'ont toujours... ma mère était libraire, donc j'ai toujours lu. Ils m'ont toujours emmenée au musée, donc ils m'ont toujours acclimatée à la culture... je sais pas comment dire, la haute culture, quoi, voilà, ou telle qu'on la pense. J'ai pas spécialement envie de rentrer dans le moule et dans ces codes-là, parce que il faut bien qu'il y ait des gens... Enfin, si on veut diversifier l'ENA, il faut bien qu'il y ait des gens qui n'ont pas ces codes-là. Mais certains, en effet, grandissent avec plus d'outils. Ils ont toutes les fourchettes, tous les couteaux, toutes les petites cuillères, tous les verres, les 15 assiettes, et puis voilà. Puis il y en a, quand on n'a qu'une seule cuillère, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Bien, écoutez, nous allons commencer notre séance. Donc, le stage, c'est une occasion unique d'abord de découvrir des façons de travailler, de découvrir des univers, bien de ne pas être hors sol pour les élèves de l'ENA. C'est souvent, comment dirais-je, vous le savez bien, un reproche qui est adressé à cette école. Eh bien, le stage, c'est l'occasion d'être le plus en prise possible avec la réalité du terrain. Il y a d'ores et déjà des questions. Merci. Une question rapide sur les notes qui ont été décernées l'année dernière. J'aimerais savoir quelle est la palette utilisée. Est-ce que vous utilisez toute la palette de notation? Est-ce qu'il y a des notes excellentes et des notes qui sont absolument dirimantes et bloquantes pour la suite? Ou est-ce que... Pour être très précis, on a ouvert, ça a commencé à 18 et ça finit à 8. Vous pouvez faire un remarquable homme ou femme de dossier, avoir un comportement humain qui sera pas bon. Vous pouvez être totalement, je dirais, ne jamais écouter, ne jamais entendre, penser avoir toujours raison. Et ça, c'est des facteurs qui vont venir peser très lourdement sur la note. Vous partez où, vous, alors? Je sais pas où vous voulez. Moi, c'est pour au Mexique. D'accord. Ouais. Ah, c'est super. Ouais, super cool. C'était mon premier choix, ils m'ont donné longtemps, ouais. Toi, tu parles? Moi, à Bruxelles. D'accord. Un peu moins exotique. Où ça, Bruxelles? À la DG Santé, à la commission. Et moi, je parle à RP ONU à Genève. Ah, c'est sympa aussi. Ouais, c'est super sympa. Enfin, c'est exactement ce que je voulais. Moi, j'avais déjà fait une expérience en ambassade. Donc, du coup, je m'étais dit multilatéral ou UE. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu mon premier choix, quoi. Donc, c'était cool. Oui, merci beaucoup. Pour moi aujourd'hui, donc c'est l'examen périodique universel du Nicaragua, donc qui se passe cet après-midi. La France va présenter ses recommandations suite à la présentation du rapport par la délégation nicaraguayenne.
C'est assez important puisque aujourd'hui, donc, ça fait 1 an que la répression des manifestations a commencé, donc c'est un moment attendu, les EPU. On aura 1 minute 5 pour parler, donc on a retravaillé l'intervention avec IAD pour la raccourcir et faire en sorte de bien respecter notre temps imparti. Donc ça, c'est pour mon premier point. Sur le deuxième, quand on est le stagiaire ENA, ce qui est très bien, c'est qu'on nous met tout de suite dans le bain. On me donne immédiatement des responsabilités. Donc je me suis retrouvée à faire effectivement, avoir toujours plusieurs notes sur le feu, plusieurs négociations dans une même journée, ou alors juste une participation à des réunions pour lesquelles on doit faire des comptes rendus. Donc il n'y a vraiment pas de temps mort en termes de charge de travail. Astrid, vous allez bien? Oui. Ça va bien, merci. Sur le Nicaragua, vous en êtes où, puisque c'est vous qui faites le Nicaragua cet après-midi? Alors, je me suis entraînée justement à le dire dans le temps. Montrez-moi que je le relise. Voilà. Globalement, c'était notamment sur les noms des ONG ou de la société civile. On a coupé les dénominations personnalisées. Oui, il faut aller plus vite. Et puis c'est pas plus mal parce que ça peut au Nicaragua ça peut leur attirer des représailles si on les mentionne. Oui, d'accord. Moi, mon conseil, ça sera que vous essayez de voir en salle les principaux groupes pour vérifier un peu, jeter un œil à ce que disent les autres Européens pour s'assurer que on se contredit pas. Ça fait toujours mauvais effet. Sans rien céder sur le fond, mais s'il y a un mot ou deux qui permet d'avoir davantage de pression de faire en sorte que ça ait davantage de chances d'aboutir, ce qu'on demande, il ne faut jamais hésiter. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Welcome the oil CHR back to Nicaragua. I thank you. Merci Madame la Vice-Présidente. Je remercie la délégation nicaraguayenne pour la représentation de son rapport. La France est très préoccupée par la situation des droits de l'homme au Nicaragua, qui s'est aggravée depuis la répression croissante des manifestations lancées en avril 2018 par le régime. La France adresse les recommandations suivantes. Garantir l'accès aux mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme. Rétablir l'espace de la société civile et garantir la liberté d'exercice des organisations locales de défense des droits de l'homme. Rétablir et assurer les libertés publiques, notamment la liberté d'expression et d'opinion. Je vous remercie. Because of the 2000 events in Nicaragua, highlighted by the excessive use of force by the police, the use of vigilante squads, blocking of access to emergency medical... Je pense que j'avais ma place dans ce monde professionnel, que le syndrome de l'imposteur qu'on peut potentiellement avoir quand on rentre à l'ENA en se disant c'était peut-être un coup de chance. Non, on est quand même reconnu pour notre travail et moi j'ai été très contente de voir que les collaborateurs que j'avais eu ici justement me voyaient comme une collaboratrice, écoutaient attentivement mes avis, voulaient vraiment avoir une discussion avec moi et j'étais pas seulement dans une position de stagiaire ou d'apprentissage. Donc ça a été, je pense, en termes de confiance en soi dans le monde professionnel, un bon point. Hi Jack, finally made it. Yeah, I finally made it. So, well, I'm, next to all the protests. So, all right. So you want me to go towards Whitehall? So the main tube station? Yes. Bon, vous voyez les manifestations ici pour le Brexit et contre le Brexit. Voilà. Le principal événement étant bien évidemment la victoire de Liverpool 4-0 face à Barcelone. Personne ne donnait Liverpool gagnant. Bon, maintenant que j'ai vu le plus important, Sacha. Monsieur l'ambassadeur, on peut signaler un intérêt de la part de la nouvelle direction sur la politique nationale du ministère des Affaires étrangères britannique que nous avons approché à la faveur d'une rencontre et qui est revenu vers nous avec énormément d'intérêt pour discuter la question du statut des résidents britanniques dans l'Union européenne. Oui. Donc nous, on est resté sur la ligne
C'est-à-dire qu'on attend que on attend que l'Union européenne, ça n'empêche pas de les voir, mais en tout cas, on va évidemment pas rentrer dans la négociation. Bien, merci beaucoup, Sacha. L'ambassade, c'est un monde très à part, avec des codes, avec des réflexes qu'on n'a pas forcément. L'enjeu, en faisant ce stage, c'est d'essayer de comprendre comment la diplomatie peut se réinventer dans le monde d'aujourd'hui. The idea of this lunch was to exchange informally with you, as you are the main experts on the situation in Libya and on the region situation. Quand on découvre le milieu diplomatique, on comprend que voilà, c'est vraiment un espace où il y a beaucoup de compétition, où il y a beaucoup de rivalité, et donc la difficulté à faire valoir les intérêts de la France face aux puissances émergentes. On n'est pas là simplement pour faire de la représentation, mais vraiment pour essayer de travailler sur la stratégie de la France et de ses alliés. En tout cas, j'ai l'impression d'être davantage fonctionnaire qu'avant et d'avoir davantage de compréhension de la fonction publique et des enjeux de la France à défendre. Ça te plaît? Pour l'instant, ça me plaît, oui. Bonjour. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité vous rencontrer devant les Français pour tirer les conclusions du grand débat national et proposer au pays les orientations du nouvel acte qu'appelle l'attente de nos concitoyens, nouvel acte de notre République. Cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. Est-ce que notre haute fonction publique ressemble à la société que nous sommes? Non. Aujourd'hui, quand on a réussi les bons concours, on est garanti d'un succès ou d'une protection à vie. Est-ce que c'est totalement juste et est-ce que c'est totalement bénéfique? Non. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais l'idée, c'est de garder les locaux de l'école actuelle. Oui, après ça va bouger, mais en tout cas c'est ce qui a été annoncé. D'accord. Les locaux et les personnels. Voilà. Après, la question c'est quels élèves viennent, comment les élèves sont formés et qu'est-ce qu'ils font à la sortie. Voilà. Mais le principe d'une structure d'une école, il existe, quoi. Oui. Voilà. Voilà. Disons qu'à un moment, il y a la question de la réforme, et après il y a la question de la communication politique, et là-dessus, ça ne nous appartient pas. Oui. Quelle sera la situation dans un an ou deux? Est-ce que ce sera encore une priorité ou pas? Ça, il faudra voir. D'accord. Voilà. Et parce que surtout on se demande qu'est-ce qui va en déboucher, quoi. Oui, bien sûr. Oui, sur quoi? Est-ce que ça va donner Est-ce que c'est pas un effet d'annonce ou est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière? Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À l'annonce de la suppression de l'ENA par le président de la République, oui, je pense que ça a été un peu un choc pour nous tous parce qu'effectivement, on travaille beaucoup quand même pour préparer ce concours. C'est difficile. Ça demande beaucoup de discipline, d'exigence, quand même de sacrifices personnels. Et donc, c'est un peu comme un désaveu public, en quelque sorte. Supprimer l'ENA, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour former les hauts fonctionnaires? Qui dirige, qui anime, organise, pilote l'administration? Alors, quand je vous ai quitté le 26 janvier, je ne pensais pas que l'actualité sur l'ENA serait aussi forte que celle qu'elle a été ces semaines précédentes. Ce qu'il faut quand même retenir le plus de l'intervention du président de la République, c'est qu'il a considéré qu'à la suite du mouvement des Gilets jaunes, la France avait besoin des hauts fonctionnaires qui soient encore plus attentifs à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, il a demandé à M. Thiriez, qui est un ancien élève de cette école, il lui demande de remettre son rapport en novembre, et après novembre, le gouvernement prendra des décisions. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas parti pour l'immédiateté.
J'ai d'ailleurs demandé au Premier ministre de publier, si possible cette semaine, la liste et les dates des futurs concours de l'ENA, pour donner un peu de visibilité. En tout cas, le concours 2019 a lieu, le concours 2020 a lieu, on verra pour les suivants, et j'espère qu'ils auront lieu. Donc, on en est là. Alors, j'en viens au deuxième sujet, avant les questions, qui est votre départ en stage mercredi. Là, vous allez partir pour un stage qui va être sans doute le plus important de vos 3 stages pendant votre scolarité à l'ENA, et qui va beaucoup vous marquer. Et vous allez pour voir ce qu'est la vie réelle d'un territoire. Et donc c'est l'organisation de la préfecture que vous découvrirez, puisque vous serez dans l'équipe rapprochée du préfet. Il faut que les gens qui vous rencontrent et qui vont vous observer, et encore plus cette année. Tiens, il y a encore un ENA, je croyais que l'ENA a été supprimé. Bon. Parce que les gens vont très vite. Hein. Ils vont voir qui vous êtes. Et à travers vous, ils vont juger l'ENA. Et donc, ils vont voir si vous êtes avenant, ils vont voir si vous êtes gentil, ils vont voir si vous les saluez, ils vont voir si vous leur portez attention. On dit les énarques sont déconnectés. Non, là, vous allez montrer que vous êtes vraiment connectés aux réalités. Et tu vas où en préf? Je vais pas en préf, moi, je vais à la ville de Paris. Ah, cool. Ouais, je vais à la direction de la voirie et des déplacements. Ouais. Petite direction avec 700 millions d'euros de budget. Donc, ouais, mais un peu politique, non? Ouais, hyper politique, ouais. Avec, non, en plus sur les sujets de fin de mandat de la maire, donc ça va être... ouais, tu vas te marrer, je pense. Ouais, il y a du conflit social, de l'argent, des grands projets. Tout ce qu'il faut, c'est parfait. Intéressant. Exactement, c'est génial. Ouais. Tous les conseillers travaillaient le week-end, donc la question ne se posait pas trop. Mais... Ouais, mais bon, ça fait quand même un sacré rythme. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on est là aussi. Bon, et maintenant Ariège, je crois. Ariège, exactement. Moi, je suis dans le Pas-de-Calais, donc à Arras. Donc c'est chouette, je vais pouvoir bosser sur le Brexit de l'autre côté de la... Ah oui, c'est dingue. Toi, t'as une cohérence absolument 2019 pour aller au Brexit, quoi. À la veille de leur départ pour le stage territoire, les dernières recommandations sont destinées à rassurer des énarques inquiets. Ce stage dure 6 mois, c'est le plus long de leur cursus. Sa note est déterminante pour le classement qui permet de choisir son premier poste. Il faut que vous ayez un regard critique. Et au-delà de ce regard critique, vous devez avoir effectivement une capacité de proposition. Et c'est bien ça quand même qu'on attend d'un haut fonctionnaire. C'est la capacité d'analyser, la capacité de synthétiser, la capacité enfin de proposer pour agir efficacement, pour terminer. Et d'ailleurs, vous serez tout de suite testé, sachez-le, sur les discours. Grand exercice incontournable de rédiger un premier discours pour le préfet. Là encore, être concret, pas de style empoulé. Parler, il faut parler au public qui est devant le préfet. Conserver une dimension humaine. Je dis bonjour à ma boulangère le matin, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, est-ce que je sais gérer une crise si une usine explose? J'attends des stages et des maîtres de stage avec qui je suis qui m'apprennent à le faire effectivement. Donc c'est plutôt sur ce point-là que l'école est censée nous accompagner et pas nous rappeler tous les jours que y a des gens normaux autour de nous, vu qu'on on en fait partie. Peut-être, et je vous le souhaite, vous aurez à vivre une crise, un accident majeur sur une autoroute. Je ne souhaite pas un crash d'avion, je l'ai vécu, c'est assez redoutable. Une inondation, en outre-mer, un tsunami, voilà. Et vous verrez, ça fout. Mais oui, ça va être facile. J'assure que ça va être facile. Enfin, je veux que vous quittiez cette séance avec l'idée que ça sera facile. Le sentiment qu'on a quand on arrive en territoire, c'est de ne rien comprendre au vocabulaire employé par les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on vous dira le DDSP, GGD, la DRLP, la DH2M, le CIRA7PC, on parle que par sigle. Et alors on va faire un test, vous devez définir ce qu'est l'acronyme suivant. Attention, qu'est-ce qu'un COD? Donc là, il faut taper
Ça peut être un complément d'objet direct. Allez, lancez-vous. Alors ça, c'est toutes les réponses que vous avez formulées. Centre opérationnel de crise, de défense, Call of Duty. Ça, c'est très bon. La bonne réponse était centre opérationnel départemental. Donc vous êtes un peu plus de la moitié à avoir répondu juste. Bravo. Placement à table. Ça peut être un bizutage de l'élève de l'ENA. Le préfet, ou en tout cas le rang 1, est ici. En face, donc c'est le numéro 2. 3, donc à droite du préfet. Après le 4, c'est celui qui est à droite du numéro 2. Le 5, il est à gauche du préfet. Le 6, à gauche du numéro 2. Le 7, à droite. Voilà, droite, gauche, C'est comme ça qu'on fait. C'est pas intuitif et c'est pas forcément évident. Alors, qui a raison en matière de placement des drapeaux sur cette photo? Est-ce que c'est le directeur des stages quand il était préfet de l'Allier, donc vous voyez drapeau européen et français derrière lui, ou le président lors de ses vœux aux Français, où c'était dans l'autre sens? Voilà, donc à 90%, vous avez raison de soutenir le directeur des stages de l'École nationale d'administration. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de tout avant de partir en stage, mais c'était aussi pour vous dire que voilà, il y a des outils. Pensez à les solliciter et à les consulter quand vous êtes face à ces questions-là en stage ensuite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ensuite, de toute manière, il faut passer entre les tombes. D'accord. Et là, c'est le caveau de la famille. Le caveau de la famille se trouve là. Ok. On disposera un drapeau américain et un drapeau français de chaque côté de la croix. Nous, du coup, en termes de protocole, sur l'ordre et même l'ordre de la cérémonie, par rapport à ce qu'on fait sur les cérémonies officielles, en général, on commence par les discours. Oui. Ensuite, on fait les dépôts de gerbes. Et ensuite, minute de silence et les hymnes. D'accord. Donc vous faites il faudrait inverser les discours, les faire passer avant les dépôts de gerbes. Et pareil, les salves en général se font avant minute de silence et hymne. En fait, les hymnes sont à la fin. C'est ça le truc. On termine par les hymnes en fait. D'accord. Alors ça, c'est la façon de faire à Vendôme. Ok. Cet ordre-là. C'est pour ça que non, à l'ordre de Vendôme. Non, à Vendôme, je suis étonnée, puisque en termes de protocole sur les cérémonies... J'ai regardé les cérémonies organisées par les services de la ville de Vendôme l'année dernière. Et j'ai repris la même... D'accord. Voilà, parce que du coup, je suis étonnée qu'ils fassent comme ça. Oui, j'ai repris exactement. Bon, je vous reconfirme ça sur l'ordre des séquences. Parce qu'à ce moment-là, il faut que je renvoie à l'ambassade des États-Unis, au maître de cérémonie. Oui. Et alors ensuite, dans le déroulé, là aussi, c'est une question de protocole. Oui. Sur les discours, c'était bon, sauf que le député, il doit parler après la conseillère départementale. Parce qu'en fait, c'est en fonction des mandats, en fait. Donc, c'est juste ça. Et le préfet en dernier, ça, c'est bon. Et le dépôt de gerbes, normalement, c'est aussi dans l'ordre inverse du rang protocolaire. Donc, il faut que je redéplace député. Et là, vous l'avez mis dans l'ordre protocolaire. Normalement, c'est dans l'ordre inverse. Donc, en fait, il faut juste... c'est comme pour les discours, en fait. C'est le même ordre que les discours. Ah bon? Ouais. Ah bah alors ça, c'est... Bah oui, c'est pour ça que... Oh, bah d'accord. Et du coup, le maréchal de Rochambeau, il est là. Ok. J'adore ce stage. Ça me valide ce que je veux faire, donc ça, c'est bon. Ce qui est difficile, c'est le rythme, parce qu'il ne faut rien louper. Et puis que voilà, on est évalué à la fin et donc ça reste toujours quelque part dans la tête qu'il faut pas faire de faux pas. Je trouve ça dommage en fait parce que tout est guidé par la notation, par l'évaluation, par le classement de sortie. C'est tellement important pour la poursuite de nos carrières que du coup ça met comme un mur et on pense beaucoup à ça.
alors qu'on devrait juste penser à bien se former, à acquérir les compétences dont on aura besoin demain quand on sera nommé. Et c'est assez dommage en fait. Donc l'idée c'est qu'on fasse juste un point sur le 14 juillet, enfin le 13 juillet, parce que j'aimerais bien en parler au préfet vendredi à la prochaine réunion du corps préfectoral. Ouais. Avec la directrice de cabinet, on avait constaté qu'il manquait une protection à cet endroit-là. Parce que ici, ce sont des rues qui peuvent être prises en contresens par un véhicule malveillant et rentrer dans la foule qui va regarder le feu d'artifice d'en face. d'ici. Il y a placé des plots béton à plusieurs endroits. Et à ce niveau-là, au niveau du pont, vous avez des nouvelles barrières de type israélienne qui vont être installées. Hein. Donc c'est la nouveauté. Donc là, on est sur la jauge haute. Hein. C'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Que ça vaut pas le coup, après le feu d'artifice, que le préfet il aille saluer les agents de la police qui gèrent la vidéoprotection. Parce qu'il n'y est pas encore allé, ça peut être un truc. Non Bah, rien ne l'empêche. Hein. Non, rien n'empêche, hein. Mais... Après, il faut lui proposer. Est-ce qu'il souhaite le faire? Parce qu'en fait, on ne connaît pas les intentions de monsieur le préfet après ses obligations. Est-ce qu'il souhaite rester ou pas sur le site? Mais ça peut se faire. Pour tous les agents qui sont restés devant les caméras toute la soirée. Le préfet est libre de visiter ce qu'il veut. Mais bon, je pense que ça... sera avec lui. Donc, oui. Ok, bon bah nickel, merci. Voilà. Ça, je reprends. J'ai pas trop l'impression que l'ENA m'a changé pour le moment. Mais c'est vrai que avec l'omniprésence de la notation et du classement de sortie, il faut pas trop dénoter. On sait pas comment ça peut être pris. Donc voilà. Après, ça veut pas dire que on peut pas être qui on est. Voilà, c'est parfois un peu... C'est une pièce de théâtre aussi, l'ENA. Hein. Franchement, chacun joue son rôle. Parfois, il faut avoir un peu le courage de sortir de son rôle, mais c'est toujours un peu calculé aussi. Hein. Faut pas être naïf. Cette réunion, cadrage, le but va être de dérouler séquence par séquence le programme de la visite du ministre, avec une arrivée à 10h40 chez vous, madame. Cette séquence sera gérée par William, qui sera là en précurseur pour garantir que tout soit en place. Donc peut-être refaire un... Alors, stage territoire, c'est vraiment le gros morceau. Pour moi, j'appelle ça, c'est le cœur du réacteur. Et où on représente l'État. Alors ça, c'est un truc qui m'était jamais arrivé auparavant. Du coup, accueil devant la boutique, après on visite l'usine, etc. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là, je pense. D'accord, donc l'enjeu, il sera de respecter vraiment l'horaire de départ. Je crois que je suis devenu plus sérieux, ce qui n'est pas forcément un point positif, mais on perd un peu d'insouciance et de spontanéité, parce qu'on est dans un cadre très très normé. Est-ce qu'on a entre parenthèses la vie personnelle? Oui. Ah bah oui, très clairement. Ça fait 8 mois que j'ai pas passé plus de 2 jours chez moi, qu'on se voit que les week-ends avec ma copine, quand on peut se voir, que voilà, c'est la même chose pour mes parents, pour mes amis. Mes amis, ça fait vraiment très longtemps que je les ai pas vus. C'est sûr qu'au niveau vie personnelle et sociale, c'est des gros sacrifices que j'avais pas en tête en fait en entrant à l'école. Je ne m'étais pas figuré ça. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Du coup, alors d'abord, le code couleur n'est pas expliqué, et puis qui donne l'impression que c'est la DDSSPP qui fait tout, et que la directe ne fait rien. Oui. Donc si vous aviez un rose tendre... Ça serait, non, en fait, qu'il y ait des plages pour le... Parce qu'il faut que la personne qui lit le dossier, qu'elle ait la chose claire au premier coup d'œil. Bon, bah, juste ça, et puis on montre au cours. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être exemplaire et être très respectueux. Enfin, évidemment, c'est tellement idiot, mais le fait de se dire il faut que je le fasse et que je manque pas de respect aux gens, parce que sinon... Mais en même temps... c'est complètement contre mon éthique personnelle de manquer de respect aux gens. Donc, mais là, c'est quelque chose que je me redis. Et la limite, c'est qu'il ne faut pas non plus être hypocrite. Enfin, pas non plus
cirer les pompes de tout le monde pour bien se faire voir. Et ouais, c'est un équilibre très compliqué à trouver en fait. Pour l'ordre, ça vous paraît bien? L'ordre... L'ordre, bah... Ouais, on commence par la présidente du conseil départemental, président de la communauté de communes. Monsieur... J'ai repris un peu ce qu'avait fait le discours ce qu'avait fait le préfet l'année dernière, mais bon... Monsieur le maire. Ouais, c'est bon. Personne ne sera vexé. Ouais. Non, ouais. On commence par l'État, les élus, l'État et ensuite les associations. Plus président du conseil départemental au début. Ouais. Ok. Et vous, des erreurs de protocole jusque-là ou pas? Moi Ouais, plein. Dites-moi. Notamment celle qui consiste à saluer les autorités sans qu'elles viennent pour saluer. Ah oui, j'ai fait celle-là aussi. Tout le temps. Tous les députés, tous les sénateurs, je leur dis bonjour, comment ça va? Parce qu'ils sont agréables. Ouais. Donc c'est moi qui les salue, alors que l'idée est plutôt qu'ils me saluent moi d'abord. Enfin, que c'est eux qui me décident de saluer. Oh là là, bon, ça va ça? Ouais, oui, c'est vrai ça. Surtout qu'ils sont justement pas très... Non, ils sont pas protocolaires du tout. Oui. D'autres? Non, mais j'ai appris à lire les galons, bah ça va. J'essaye depuis... Je suis devenu un pro. J'aimerais bien depuis... Quand il y en a 4 ou 5, c'est colonel. C'est le truc qu'il faut se dire. Oui, bah ça je sais. Voilà. Mais après tout le reste, je connais même pas l'ordre. 3, c'est commandant, je crois. 2, c'est lieutenant. Non. Ok, ben normalement je vois un commandant tout à l'heure. Et un colonel s'il est là. Mais j'adore le dire avec un peu d'assurance, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Mais Mon colonel, comment allez-vous? Mais moi, j'ai pas le droit de dire mon, donc je trouve que ça tombe à plat. Si je dis juste colonel, comment allez-vous, je trouve ça moins bien. Tu peux voir. Allez. Ouais. Bah, vous préférez pas avoir la surprise? C'est comme vous préférez, moi ça m'est égal. Oui, je vais lire. Ah oui, là, j'imagine la voix tremblotante et les sanglots, là. C'est puissant. J'aimerais bien faire pleurer quelqu'un, mais je sais pas si je vais y arriver. Peut-être moi déjà. Ouais. Il y a surtout des chances que des vieux tombent à cause de la chaleur, en fait. Au Vercors, il y en a eu 3. Hein. Qui ont fait un malaise? Ouais, bien sûr. C'est systématique. Mais des porte-drapeaux? Ouais. Oh, mince. Ouais, 3 porte-drapeaux. Ok, bon, mais c'était le matin là sur Vercors? C'était le matin. Ah bah oui, c'était le matin. Mince. Arrive, c'est vraiment chaud. Et on fait quoi s'il y a des gens qui tombent? Je peux faire le héros. Ok, bah ouais, cool. Saluer en premier, du coup vous me dites les grades et je les redis derrière vous. Allez-y. C'est vous l'État? Le plus dur dans le stage, c'est le positionnement. Tu dois pas être trop dans l'obséquieux, tu dois avoir l'air d'être un collaborateur quand même efficace. Et c'est tout un positionnement qui est super dur à avoir. Même un positionnement physique, comment se tenir. Enfin, c'est tout plein de choses qui crédibilisent la personne. Moi qui ai 23 ans, j'ai besoin d'être crédible par rapport aux autres choses, quitte un peu à les surjouer. Gerbe de la préfecture de la Drôme, déposée par Madame Stéphanie Cambe, secrétaire générale de la sous-préfecture de la Drôme, accompagnée de Yanis Bouzard. C'est avec émotion que je prends la parole aujourd'hui pour ma première allocution commémorative. Nous sommes réunis ce matin pour faire œuvre de mémoire, nous souvenir ensemble de ce qu'il s'est passé ici. Après Vation en Vercors le 21 juillet et l'ordre de dispersion du 23, vinrent les actes inqualifiables. S'il y a formatage dans la scolarité, je pense qu'il se fait maintenant en fait. Je pense pas tant que ce soit dans la manière de raisonner que le formatage se fait. Quand on dit que les énarques parlent toujours pareil, c'est pas parce qu'ils pensent tous pareil, c'est parce qu'ils le disent tous de la même manière, je pense. Par exemple, tout le monde dit, pour dire qu'il y a un problème, tout le monde dit il y a un sujet, il n'y a pas de sujet. C'est super intéressant, le monde se divise entre les sujets et les pas de sujets. C'est assez amusant. Ça devient même un tic de langage. Au bout d'une phrase, on dit pas de sujet. Moi, ça me fait toujours un peu rire. J'ai pas encore ce tic de langage, mais je commence à l'avoir. Et ça me fait un peu peur. En fait, je commence à comprendre que c'est une école
qui t'apprend pas grand-chose de substantiel, tu vois. C'est une école qui sert juste à discriminer. Et là, on part du postulat qu'on est plutôt bon. On cherche simplement à noter de façon strictement négative des choses qu'on n'a pas vraiment notées jusqu'alors. Le savoir-être, certaines manières de s'exprimer, des choses pour lesquelles je suis nul. C'est pas la logique du classement que je conteste. Hein. Non, moi, je m'en fous. Il y aura des classements tout le temps. Les classements sont parfois explicites, mais ils sont tout le temps implicites dans la vie. Du coup, tu vas viser le meilleur classement. Je vais juste essayer de pas rater, quoi. C'est plutôt ça. Terminé là. Un an s'est écoulé depuis leur entrée à l'ENA. Après avoir sillonné le monde et la France, les élèves se retrouvent dans les Vosges pour un week-end d'intégration organisé par la direction de l'école. À une semaine de la reprise des cours à Strasbourg, ce moment est une institution dans la scolarité des énarques et n'a jamais été filmé. Il permet de resserrer les liens, d'ébaucher ce fameux réseau grâce auquel, quelle que soit leur fonction, où qu'ils se trouvent en poste, les énarques se tutoient et s'entraident. Est-ce qu'on va embrasser des arbres on peut, hein, c'est autorisé. Comme on est des Parisiens déconnectés, donc on revient dans la nature. Nous, on est côté Vosges, tout ce côté-là, c'est le massif des Vosges. Et juste avant, donc sur la colline qui est juste avant, vous avez la montagne des singes. Ça, c'est clair que sur le choix de poste, il n'y a pas que le poste, le fond du poste, il y a le mode de vie aussi. Mais les métiers n'ont rien à voir, c'est ça qui est assez fou. Quoi. Tu peux faire des choses complètement aucun rapport. C'est une partie du truc sympa aussi. Bien sûr, mais moi c'est pour ça que j'ai fait Quand tu te rends compte que tu peux avoir plusieurs métiers dans une seule carrière, c'est génial. Moi c'est pour ça que j'ai changé et que je suis venu. Et plusieurs carrières même au sein d'une même carrière. C'est génial. Allez, tu ne suis pas. Ah non, il faut nous présenter, c'est bon. L'atmosphère générale à l'issue des stages, pour l'instant, n'a pas encore trop changé. On est tous bons, on est tous là pour une raison. Et puis on a tous envie de réussir, ça c'est sûr. Et même si on s'entend très bien, on va pas laisser le poste dont on rêve au voisin juste parce qu'on l'aime bien. Ça c'est normal. Donc il y aura forcément une forme d'émulation qui va se créer. On va forcément se regarder un petit peu les uns les autres. Ça n'a pas encore trop commencé, mais ça viendra, c'est tous les ans comme ça. Ce matin, on va vous proposer 2 ateliers. Un premier atelier pour évaluer votre mode de vie, l'alimentation, le sommeil, le niveau d'activité physique, l'aptitude au changement. Et un deuxième atelier d'évaluation de vos capacités physiques, endurance, force, gainage, équilibre, souplesse. Là, on garde les jambes bien tendues, les pieds parallèles, et on descend. Si vous arrivez au niveau des genoux, vous marquez 1 point. Si vous descendez plus bas, au niveau des mollets, vous avez 2 points. Et alors là, le maximum, si vous arrivez à poser les mains sur le sol, vous avez 5 points. D'accord ? Les yeux fermés, pied gauche au sol, droit levé. Donc dans 3, 2, 1, c'est parti. En position, contre le mur, voilà, c'est parti. Pieds espacés à la largeur du bassin à peu près. Ici, vous arrivez à descendre un tout petit peu Voilà, parfait. Parfait. Si vous pouvez reporter une 22. Reporter une 22 sur la fiche. Une 24. 2,8. Vous pouvez reporter 2,8. Super, 3 minutes 13. 3,30 passé. 3,35. 3,35. 3,50. C'est battle, c'est ça? C'est clair. Voilà. 4,18. Ça a tremblé. 5 minutes 16. Bravo. Je pense que dans la carrière d'un haut fonctionnaire, enfin plutôt d'une haute fonctionnaire, la difficulté, c'est quand même d'arriver à faire sa place dans un milieu non seulement très masculin, ça dépend encore des ministères, mais la haute fonction publique est relativement peu féminisée. Donc la question du genre est absolument fondamentale. Donc elle joue un rôle fondamental dans la progression de carrière, notamment dans le fait que
On fraternise moins avec une femme quand on est un homme. Les moyens de sociabilisation ne sont pas les mêmes quand on est une femme. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'effet boys club, entre guillemets. On n'a pas l'effet sociabilisation, tape sur le dos, qui joue un rôle énorme dans une carrière, on ne peut pas se mentir. On est en 2020, le problème n'est tellement pas réglé, on devrait quand même s'engager pour faire quelque chose. Donc c'est aussi ma génération qui aura à prendre ça en main. Point d'orgue du week-end d'intégration, le choix du nom de la promotion. Une décision importante qui les accompagnera tout au long de leur carrière de haut fonctionnaire. C'est notre idole. Il a pas mal de propositions. Ouais. 385 en tout. Ouais, on va... C'est plus que le nombre de fromages produits dans l'Hexagone. Il n'y a jamais eu de promotion Colbert, c'est bizarre, non? Colbert, je crois pas. C'est bizarre. Il nous faut une femme. Des missions admirables au ministre de l'Intérieur, des reconnus du corps des actionnaires. Non, il nous faut quelqu'un qui ait fait quelque chose, tu vois. Je préfère quelqu'un qui est réellement agi. Une femme qui a fait Une femme, si tu veux, qui est réellement agi. Mais un écrivain, un penseur encore... On va commencer donc. On est jusqu'à 7h du matin, c'est long. C'est long, ça signifie qu'il faut que ce soit dynamique, donc on va enchaîner des tours. Le moment de choix de nom de promo, c'est un fort moment d'intégration. On est tous ensemble et on en sort plus soudés. C'est un moment fédérateur, et c'est un moment fédérateur justement autour de valeurs. À ce moment-là, on se projette. Un nom de promotion, ça nous engage pour toute notre carrière. On a aujourd'hui, là, pour commencer, une liste de 54 noms qui résulte d'un premier tour qui s'est fait par voie électronique dans la journée. On passe ce soir de 54 noms à 15 noms, on passe ensuite à 7 noms, on passe ensuite à 6 noms, 5 noms, 4 noms, 3 noms, 2 noms et un dernier tour final qui sera un peu plus long, qui visera à choisir le nom de notre promotion. On commence? Allez, c'est parti! Mais c'est un orateur né, William, en fait. Le César va gagner, là. Vous allez passer au deuxième tour, les doigts dans le nez, là, je pense. Tu vis comment le fait qu'aucun de tes noms va survivre? On va lui faire des massages. Je vous emmerde. C'est parce que moi, j'ai eu le courage de prendre des choses pas démagogiques, peut-être, tu vois. Oh la vache. Il est trop tendu. Oui, il est tendu, ça se voit. C'est tout. Bon. Ça fait 7 heures qu'on est là. Ça fait 7 heures qu'on débat. On a 109 votants sur ce tour. La majorité absolue est donc à 55. On a un nom qui a plus de 55 voix. Avant de vous dire quelle est notre promotion, j'aimerais qu'on se félicite tous pour l'excellente qualité des débats. On est tous là en fait quasiment. Ça c'est chouette aussi. Je crois que vous avez envie que je... Mais la promo quoi? Bon, on avait 3 noms. On avait Wangari Maathai, pardon. On avait Joseph Kessel et on avait Hannah Arendt. Notre nom de promotion, c'est Hannah Arendt. On a choisi notre nom en bonne intelligence. Il y a eu des débats assez nourris, assez passionnés, mais à la fin, tout le monde s'est retrouvé. Et donc, ça nous a permis de commencer nos cours sur une bonne base. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate. Sur la discrimination raciale, bien sûr, on fait la même chose. Mars 2020. Comme tous les élèves de France, les énarques ont subi la fermeture de leur école et découvrent les cours à distance.
Le début du confinement a été très particulier parce que, ça a été particulier pour tout le monde, c'est allé très très vite, les annonces gouvernementales s'enchaînaient, et puis très rapidement, il y a quelques élèves qui, par les liens certainement qu'ils ont conservés avec leur préfet au cours de leur stage préfecture, se disent là on a du temps, la scolarité elle n'est pas immédiatement adaptable et adaptée, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce temps-là à profit? On a été très nombreux à rejoindre les préfectures ou des administrations centrales qui avaient besoin d'un coup de main dans une situation qui est complètement imprévisible, imprévue et compliquée pour tout le monde. Nous proposons une réunion de réflexion et de coordination avec la Croix-Rouge. Cette réunion permettra de réfléchir à l'orientation de personnes en souffrance ou en besoin de soutien psychologique. À l'image des fonctionnements nationaux où les CUMP travaillent en lien avec la Croix-Rouge, nous pourrions construire et adapter ce modèle à l'échelle locale. Je reste disponible pour toute information complémentaire. C'est super, vu que c'est la Croix-Rouge qui est sur les hôtels. Et qui risque d'être sur les deux. Mais complètement, et qui en plus va être sur les deux. Après, il faudra voir, mais ça, je pense qu'on va en discuter à 14h. Typiquement, personne isolée, en détresse. En fait, je sais pas comment il faut qu'on s'organise pour que ça fonctionne au mieux. Est-ce qu'il faut pas faire un annuaire qu'on donne aux personnes qui sont isolées ? Si c'est la préfecture qui est le point d'entrée, un public fragile qui appelle directement la préfecture, ça pose problème parce que c'est pas notre cœur de métier en fait de traiter des questions. De toute façon, la circulaire est claire sur le point. Là, on met en place la cellule et. Oui, mais il faut du coup que derrière ce soit des personnes compétentes parce que appeler quelqu'un qui n'a pas de réponse, c'est rien de plus insupportable. Donc, si c'est pour dire on revient vers vous, on s'enseigne. On vous suggère d'appeler, c'est pas possible. Oui. On n'a qu'une heure cet après-midi pour en discuter avec eux. On n'a qu'une heure. Faut faire un ordre du jour bien serré. Oui, ça va être un peu martial comme réunion. Le volontariat, c'était un peu la matérialisation de ce à quoi on aspire quand on intègre l'ENA, c'est-à-dire d'être utile dans des petites choses, dans des petites missions et dans des missions plus importantes, des missions plus difficiles. C'est principalement ça, servir. Je savais que j'avais des convictions, mais elles se sont affirmées de manière un peu plus, parfois plus véhémente. Mais aussi, elles se sont affirmées de manière plus apaisée récemment. Je sais peut-être un peu plus qui je suis et quel fonctionnaire j'ai envie d'être. Ça, c'est quand même assez rassurant. Allez Clément, on est bon ? Aujourd'hui, on touche au but. La partie scolarité proprement dite se termine, la machine à classer s'achève, et pour moi, l'enjeu principal, c'est d'avoir le choix. Il y a beaucoup de postes très intéressants qui sont proposés à la sortie. L'idée, c'est d'être maître de son destin. J'y vais. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Je suis le chef du bureau de la prévention et des conditions de travail au ministère de la Défense au sein de la DRHMD, et je suis chargé de l'animation de la politique ministérielle de prévention. Les épreuves du concours de sortie approchent. Il s'agit de sélectionner qui parmi ces 80 seront les meilleurs des meilleurs. À la clé, l'entrée ou non, dans la botte. Un terme connu des seuls initiés, qui désigne les 15 premières places du classement et ouvre les arcanes du Conseil d'État, de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. C'est dans ces grands corps que se font les carrières les plus prestigieuses, là que se recrutent les futures élites qui dirigeront la France de demain. Extrêmement cadré de la part du DRH. Quand on arrive dans un grand corps, on est presque assuré d'avoir une carrière ascensionnelle et extrêmement mobile dans toute l'administration, quelle qu'elle soit. Et il y a ce phénomène de réseau, de cooptation dans les différents postes. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas se la cacher, qui n'est pas forcément d'ailleurs toute noire. Il y a des personnalités des grands corps qui font un travail extraordinaire, etc. Le problème étant que ça se transforme peut-être en une sorte de mainmise sur les plus hauts postes de l'administration de l'État qui gagnerait à avoir un peu plus d'aération. Au début, on se dit tous, on fait l'ENA pour les grands corps, on fait l'ENA pour être dans les premiers. Vraiment, ce serait mentir de vous dire qu'on n'y a pas pensé en arrivant à l'ENA, et je mets au défi quiconque de prétendre l'inverse d'ailleurs. Ça entraîne le fait qu'il y a une compétition qui peut dégénérer entre élèves pour l'accès à ces grands corps.
et qui entraîne, là encore, et c'est le risque, à trop vouloir regarder cet effet d'optique, de dire je vais être dans les grands corps sans savoir ce qu'on veut en faire. On veut juste une position, là encore, et pas poursuivre une vocation. Eh bien, ça entraîne une espèce de dessèchement, aussi bien au sein de soi-même que dans l'esprit de la promotion. Ça, c'est les entraînements qu'ils nous avaient fait avec eux. Ok. Traitement d'une information sensible déontologie. Ah, c'est bien ça. Dispositif de sécurité dans un établissement public. Piloter l'évolution d'un réseau de services déconcentrés dans le contexte d'une réforme territoriale. Ça, il faudra qu'on le fasse toutes les deux. Ouais. Tu sais. Bon, on peut le faire là. Si tu veux, je vais l'imprimer. Alors là, on est à 10 jours des épreuves de sortie. Donc on est un peu dans la dernière ligne droite avant ces épreuves qui comptent pour la moitié du classement. Donc là, il y a le principe de réalité qui fait que il faut les bosser et si on a envie d'être pas trop mal classé. Mais en fait, là, je suis un peu moins stressée et je relativise un peu les choses en ce moment. J'ai plus très envie de passer la fin de ma scolarité à me mettre une pression de dingue sur mon classement, sur mon rang de sortie, sur est-ce que je pourrais choisir, pas choisir, est-ce que je serai devant les personnes qui veulent la même chose que moi ou pas. Et on verra quand j'aurai mon classement, en fait. Tu noteras que l'assistant est toujours une assistante. En même temps, c'est plutôt réaliste, hein. Oui. T'as déjà vu un assistant, toi, ouais? Moi, j'en ai eu. Ouais. Jamais. J'en ai déjà eu. Et d'ailleurs, il était top. J'étais fonctionnaire avant de passer le concours. J'ai eu que des postes qui m'intéressaient. J'ai plutôt fonctionné à l'envie. Simplement, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain plafond de verre et que tous les postes au-dessus, et même, j'ai envie de dire, à côté, c'est-à-dire un plafond de verre et une paroi de verre. Et donc, j'étais un peu devenue spécialiste des questions sociales. Donc, c'était compliqué de changer de domaine d'expertise et c'était compliqué de monter en responsabilité parce que les postes sont occupés par des énarques, en fait. Et j'avais pas vraiment envisagé de passer le concours avant de me retrouver dans cette situation et de considérer que j'avais encore 25 années, en fait, à faire. Et que même si mes postes me plaisaient, j'avais le risque de finir par m'ennuyer, en fait, tout simplement. Bon, attends, si on fait le plan d'action, faisons dans l'étape. Moi, par exemple, ce que je trouverais bien, c'est que tu réunis tout ton encadrement pendant 2 jours et tu vois les OS au milieu. Comme ça, tu les vois avant les OS et tu les revois une fois que tu as vu les OS. Est-ce que c'est pas bien de faire ça? Le problème, c'est que tu vas voir ton encadrement et là, tu vas te taper toutes les doléances. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Oui. Donc toi, tu organises un séminaire, donc en gros, ça te fait quoi? Ça te fait 22 responsables qui viennent. Ouais. Sachant que dans l'eau, il y en a qui vont sauter, qui vont perdre leur statut. Eh ben, je pense que... comment tu fais? Comment tu gères la disparité d'avenir, quoi, de perspective pour les uns et les autres. Bon. Il y a une correction de ce truc? Oui. Ah, c'est tout ce qu'ils disent? Ils disent des trucs qu'on n'a pas dit. Dans l'état des lieux, ça va, on les a dit. Hein. Non. Oui, non, c'est ça. Dans l'état des lieux, si. C'est après, on les a pas traités. On a bien vu que c'était un problème, et puis après, on a fait bon, on passe à autre chose. On n'a pas traité notre hiérarchie, par exemple. Non, ça, ouais. Ah bah, la hiérarchie. Dans le cas d'une réforme territoriale. Vous mettez une bonne note alors ou pas? Non. Non. Faut bosser encore un petit peu. J'ai regardé froidement la situation, le travail qu'il faut que j'accomplisse pour avoir le meilleur classement, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, on était 80 à être en compétition et à travailler énormément pour un gain de 0,001 point de différence sur une épreuve technique. Quand j'ai regardé l'effort à fournir pour gagner ce micro-dixième de point et le gain à la fin qui est... Quel gain en réalité? Quel est le gain en face de cet effort-là? Avoir un emploi, on en aura un.
Avoir une mobilité de carrière, on en aura. Avoir des responsabilités, on en aura. Donc j'ai abordé les épreuves de manière très sereine. Et c'est horrible parce que genre, tu passes les mêmes épreuves que le concours d'entrée et j'ai l'impression d'être plus nul qu'au concours d'entrée. Genre de façon générale, je suis plus débile. Moi, je pense qu'on a progressé, mais qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est exigeant avec nous-mêmes. C'est mon hypothèse. Je viens de terminer ma dernière épreuve. C'était un moment assez compliqué à passer, quoi. C'est difficile de briller, quoi. Écrire une note en 6 heures sur comment réformer le système des unités touristiques. Je me souviens même plus du truc, mon cerveau a fait un rejet immédiat, je pense. Je sais pas ce qui relève de la manière dont j'ai appréhendé cette école. Je sais pas ce qui relève de l'enseignement qui nous est prodigué. Je sais pas, je veux accuser rien ni personne, mais franchement, ça serait vous mentir que de dire que je sors de l'ENA complètement épanoui intellectuellement, quoi. Je pense que j'ai aussi commis cette erreur de me dire que ça impliquait de ma part un esprit de sacrifice total, où il fallait que je fasse rien d'autre que ça, presque volontairement m'assécher pour être suffisamment sec pour le jour des épreuves, quoi. Et ça, c'est complètement stupide, j'aurais jamais dû faire ça. Franchement, j'aurais dû continuer à lire, continuer à sortir. Ouais, voilà. On va essayer de ne pas y penser, je pense. Après 3 semaines de vacances, ce sont les retrouvailles. Les élèves viennent de recevoir les résultats du concours de sortie. Ils connaissent désormais leur rang du 1er au 80e. Ce fameux classement les suivra toute leur vie. Je suis sortie des examens vraiment sûre de rien, même plutôt à me dire bon allez c'est pas grave, je vais faire le deuil de mes premiers choix de classement parce qu'à mon avis ça va pas être possible de les attraper. Et puis du coup, je ne peux pas dire mon numéro de classement, mais je suis plutôt bien classée, donc en fait j'avais plus trop regardé ces rangs de classement là. Et donc pour moi ça a été la super bonne surprise. Enfin, je me souviens j'étais sur mon lit et puis j'attendais et puis là j'ai entendu le doudoudou de l'email et je me suis dit oh mon dieu c'est ça. Et là on ouvre, on a un petit PDF, c'est un petit peu officiel où il y a écrit Madame Astrid Chevreuil et rang de classement et puis là tada, on a notre numéro. Maintenant que j'ai mon classement, je peux aspirer globalement donc à des grands corps et surtout à la diplomatie qui moi était mon premier choix, enfin mon choix de cœur. Pourquoi est-ce que c'est secret le classement? Le secret du classement, je pense qu'il est entretenu parce qu'il y a quand même une certaine croyance en le pouvoir du chiffre dans l'administration et il y a beaucoup de personnes qui, en général quand on est un peu moins bien classé du coup, qui veulent pas que ça les suive dans l'administration et donc qui préfèrent passer à autre chose et puis penser au poste de prise de fonction. Après j'en sais pas plus sur le pourquoi on nous demande autant de garder le secret. Il est temps d'entrer dans la salle où se déroule l'amphi blanc. Une répétition cruciale à huis clos, au cours de laquelle chaque élève passe dans l'ordre de son classement et annonce à la promotion le poste qu'il convoite. Mieux on est classé, et plus grand est l'éventail des postes offerts. Au fur et à mesure, les possibilités se restreignent et chacun craint de voir lui échapper le poste de ses rêves. Ça leur ferait plaisir de sortir en laissant des postes au trésor derrière eux. Non, moi je sais pas les gars, je suis paumé. On voit leur meilleure bouteille. J'ai profité de l'été pour ne pas penser une seule fois à l'ENA. Et du coup j'ai récupéré mon classement, j'étais là genre je fais quoi avec ça, je vais où, ça sert à quoi, j'en sais rien. L'ENA, le système en tant que tel, le système du concours de sortie, fait que c'est un pari. Voilà, c'est un pari. Alors moi je suis joueur, mais... Ça valait la peine de faire l'ENA? Ah, c'est une bonne question. Il faut être conscient qu'il y a un risque d'être déçu. Quand je suis entré, mon premier vœu, entre guillemets, ça aurait été de rejoindre le ministère des Affaires étrangères. Mon classement me permet pas à quelques places près. Donc, comme je l'ai dit, c'est un pari. Donc, j'avais fait, comment dire, pas le deuil, mais on va dire...
je m'y étais préparé psychologiquement, et j'avais préparé des solutions de repli, d'autres... voilà. Et ce sera pas ça, ce sera autre chose. Non, si je peux l'avoir, c'est une bonne nouvelle, ouais. Je me dis, un premier poste, vaut mieux faire quelque chose qui te plaît, et puis... Non, ne me dis pas ça, arrête. On espère tous. Enfin, après, moi, c'est chacun dans sa situation, tu vois. Qui fait ce qui lui plaît en sortant de l'ENA? Le dernier jour a sonné. Chacun sait à quoi il peut aspirer. L'ultime étape se déroule selon un rituel précis, appelé amphi-garnison. Parmi ces énarques, parions que nous en retrouverons certains et certaines dans les années qui viennent, au gouvernement, au Parlement, ou qui sait, à la tête de l'État. À suivre. Ce matin, vous allez faire 2 choses. La première, c'est signer un engagement. Cet engagement, c'est l'engagement de servir l'État pendant 10 ans. Je vous invite à mesurer le sens de cet engagement. J'espère surtout que cet engagement que vous signez de servir l'État 10 ans, vous avez l'intention de le tenir. Et puis, vous allez faire une deuxième chose, c'est que vous allez choisir votre premier poste d'affectation. Et donc je vous laisse cette belle phrase d'Hannah Arendt que vous avez choisie comme marraine de votre promotion. L'école est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assurer la responsabilité. Bien, j'espère qu'au cours de formation dans cette école, vous avez décidé d'aimer assez la France pour assumer les responsabilités qui sont maintenant les vôtres. Alors, Madame Linguet va appeler les élèves, en commençant par le major de promotion. Monsieur Régis Verdier. Alors, chacun va dire, en signant son engagement, le choix du poste qu'il prend. Alors, je choisis l'affectation suivante, l'inspection générale des finances, pour devenir inspecteur des finances de 2e classe. Bravo, Régis. Madame Talia Breton. Je choisis le Conseil d'État. Monsieur William Fary. Bonjour. Je choisis l'affectation suivante, donc adjoint en chef du département Afrique, à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie au ministère des Armées. Bravo, William. Madame Justine Renaud. Je suis ravie de rejoindre le ministère de la Justice à la direction de l'administration pénitentiaire. Ce que j'ai appris ici, à l'ENA, c'est que l'État, c'est pas simplement des normes abstraites, des règlements, des tableaux Excel. L'État, ce sont des personnes qui prennent des décisions teintées de leur personnalité. Et moi, je considère qu'il est absolument décisif pour la conduite de l'action publique qu'elle ne soit pas commandée soit par une forme d'aigreur, d'amertume qu'on retrouve souvent chez certains fonctionnaires. Et moi, enfin du moins pour ma part, je sais qu'il faudra que je résiste à la fois en la certitude, en mes compétences et à ce sentiment, je dirais, un peu d'aigreur, de ne pas avoir été le premier ou de ne pas avoir été le meilleur. Le fait de m'engager dans une carrière préfectorale qui est très exigeante, pour moi, ça me permet un peu de dépasser cette contradiction, en fait. Et je suis capable, je pense, et je pourrais, et je serais heureux de travailler énormément si je sens que ça sert une cause qui m'est supérieure, quoi. C'est un peu bateau, mais c'est sincèrement ce que je pense. Pour moi, ça s'est très bien passé. Je sors au Conseil d'État. C'est un poste que j'avais pas du tout envisagé, qui était pas du tout dans mon scope. Je pensais jamais avoir le classement de sortie qui me permettrait d'envisager un tel poste.
Mais je l'ai eu. Et donc, ce matin, j'ai choisi le Conseil d'État. Ouais, vous êtes ravis? Oui, sûr. Ça fait plaisir, hein? Ouais. Enfin. Mais j'arrive pas du tout à réaliser qu'on a fini, en fait, là. Non, parce qu'on part... Mais non, c'est fini, là? Oui, c'est ça. C'est vrai, le Conseil d'État va être paritaire. Enfin, l'entrée au Conseil d'État, parce que le reste, il reste du boulot, mais...